La nature humaine est qualifiée par ses passions. Les passions, ce sont typiquement des principes d'action. On l'a vu avec la définition du désir. Le désir, c'est une tendance spontanée à agir. Eh bien, une passion, que ce soit l'amour ou la haine, c'est ce qui nous pousse à agir. C'est ce qui est le moteur de l'action humaine. C'est le principe du dynamisme humain. Si c'est ça notre nature, si c'est ce qui fait que nous agissons, donc que nous révélons ce que nous sommes, alors agir selon notre nature, c'est suivre ses passions. Et Calliclès donne donc deux éléments très importants. La première chose, c'est d'accepter ses passions, c'est de ne pas les rejeter, c'est de ne pas les refouler, c'est de ne pas les classer. La première chose à faire, c'est de reconnaître que nous sommes un maître de passion et que nous vivons pour ces passions. Ici, passion, c'est tout ce que nous ressentons, ce sont tous les affects, ce sont tous les désirs, tout ce qui nous pousse à agir. Il ne faut pas prendre le mot passion au sens restreint, ce qui nous passionne, c'est-à-dire ce qui nous intéresse particulièrement, comme la philatélie des années 80 dans les pays subsahariens, etc. etc. Il ne faut pas prendre le mot passion au sens de hobby. Il faut prendre ça au sens philosophique, au sens de ce que l'on ressent. Donc, première étape, laisser les passions être les plus grandes possibles. Leur donner toute la place. Ne pas oublier que ce sont elles qui ont la première des places. La deuxième chose, c'est, nous dit Calliclès toujours dans le texte, mettre au service de ses passions l'ensemble des forces de son énergie et de son intelligence. Il ne suffit pas de ressentir les passions pour Calliclès. Encore faut-il mettre tous les moyens à notre disposition pour les satisfaire, pour vivre selon elles, pour suivre le chemin qu'elles nous indiquent. Toute notre ruse, toute notre astuce, toute notre force, tous nos moyens ne sont rien d'autre que des instruments pour satisfaire ses passions. Et c'est ce que dit Calliclès dans la dernière phrase de ce paragraphe. Bref, donner à chaque désir qui pourra lui venir la plénitude des satisfactions. Ici, Calliclès montre très précisément ce que c'est que le bonheur. Donner à chaque désir qui pourra lui venir la plénitude des satisfactions. C'est la définition même de l'intempérance. Tout désir mérite satisfaction. Pour être heureux, il faut donc être libre. La liberté dans ce cadre-là est l'instrument essentiel. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est une caractéristique de notre capacité d'action. C'est une capacité d'action qui n'est pas empêchée. C'est notre capacité d'action à faire ce que nous avons envie. Donc, la liberté, ça n'est pas le bonheur, il n'y a pas identification des deux concepts, il y a au contraire une articulation. La liberté, c'est le moyen par lequel l'homme pourra satisfaire ses désirs et donc être heureux. La liberté est au service du bonheur. Mais voilà, habituellement, cette liberté est contrainte par des obligations sociales telles que la justice, telles que le droit. Or, Calliclès nous révèle que le véritable droit, c'est celui de la nature des choses. Vivre droitement sa vie, c'est vivre en cohérence avec sa propre nature. Or, la propre nature que nous avons, ce sont nos passions. Si notre nature, ce sont nos passions, alors vivre droitement sa vie, selon la nature, suivre la justice de la nature, c'est vivre selon ses passions. Il n'y a donc pas d'opposition entre le véritable droit et la quête du bonheur. Le véritable droit n'est pas en opposition avec la liberté comme capacité de faire ce qu'on a envie. Rapidement, on voit que ce texte est une articulation de 4 concepts. Le bonheur, qui est la satisfaction de tous les désirs. La liberté, qui est la capacité à agir pour satisfaire ses désirs ou ses passions. Le désir ou la passion comme tendance à l'action, comme dynamisme interne, comme moteur, comme motivation de l'action humaine. Et enfin, le droit, la justice. Et c'est ici le geste précis de Calliclès qui montre que la véritable nature du droit, le droit selon la nature, n'est pas comme on le pense. Au contraire, il y a une grande cohérence pour lui entre cette justice selon la nature et la quête du bonheur. Le véritable droit, pour Calliclès, n'est pas en opposition avec la quête du bonheur, n'est pas un obstacle à notre liberté. Voilà pour ce que veut nous dire Calliclès dans ce premier paragraphe.
Mais maintenant que nous avons compris le sens du texte, nous sommes obligés de lui poser une question, et une question importante. La compréhension qu'il a du droit, la compréhension qu'il a de la justice, est très éloignée de la compréhension habituelle que nous en avons. Au contraire, nous pensons que le droit et la justice, souvent pour des raisons sociales, c'est-à-dire pour la vie en communauté, imposent des limites à notre désir. Il y a cette phrase, souvent un peu utilisée de façon triviale, qui dit « la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». Autrement dit, pour que ma propre liberté soit respectée, il faut que j'accepte de respecter la liberté d'autrui. Il faut donc que j'accepte de poser des limites à ma propre liberté quand elle viendrait à nuire à autrui. C'est le principe de la vie sociale. Donc le droit serait constitutivement une limite à mes passions. Si j'ai de la haine envers quelqu'un, le droit m'interdit de lui faire du mal. Il me dit « fais du mal à ta propre haine, transforme ta passion » plutôt que d'attenter à la vie d'autrui, plutôt que d'attenter à l'honneur d'autrui. Donc, notre compréhension habituelle du droit, qui semble être un outil pour permettre la vie en communauté de tout un groupe, se présente comme étant immédiatement une limite à nos passions. Il ne faut surtout pas laisser la haine nous envahir, donc ne surtout pas laisser cette passion être la plus grande qui soit, pour reprendre l'expression de Caliclès. Il ne faut surtout pas agir selon cette haine. Et le droit vient nous interdire certaines actions. Alors, comment expliquer cet écart entre la conception habituelle de la justice, du droit, qui nous impose un certain nombre de devoirs, et la conception proposée par Caliclès? Face à ça, il va y avoir deux questions auxquelles il faut répondre. La première, c'est pourquoi, pour Caliclès, avons-nous cette conception habituelle du droit? D'où elle vient? Pourquoi habituellement, on pense le contraire de ce qu'il propose? Pourquoi sa conception n'est pas immédiate? D'où vient notre idée fausse? Et c'est ce que Caliclès étudiera dans le deuxième paragraphe. Une fois qu'on aura compris la raison pour laquelle Caliclès dit que l'immense majorité des hommes se trompent sur la compréhension de la justice et des devoirs, qu'est-ce qui prouve que la thèse de Caliclès est bien la bonne? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est pertinent, peut-être même vrai? Et ça, ce sera l'objet de son argumentation dans le troisième paragraphe, où il essaye de montrer, et nous verrons la valeur de cette argumentation dans une autre vidéo, que le véritable droit est comme il l'a dit, ce qui lui permettra de conclure. À la fin de ce paragraphe, il y a donc une chose à comprendre, la relation entre le droit et le bonheur à travers les définitions de chacun des 4 termes que nous avons énoncés, et comprendre que cette relation pour nous est immédiatement problématique, paradoxale, contre l'opinion commune. Parce que l'idée même du droit est en opposition complète avec ce que nous en comprenons habituellement. Donc la question c'est, pourquoi on comprend mal pour Caliclès et pourquoi ça serait lui qui aurait raison? C'est ce que nous verrons la prochaine fois.